Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo du soir pour faire une analyse fondamentale. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps et je pense qu'en ce début d'année 2025, ça pourrait servir à pas mal de personnes. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qui s'est passé la semaine dernière sur les marchés, même s'ils étaient principalement fermés. Et puis aussi, je vais te proposer une prévision économique pour la semaine à venir. Donc c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de le partager en vidéo. Et puis je vais aussi essayer de te donner quelques tips, quelques sites, des outils, etc. que j'utilise personnellement dans mon analyse fondamentale. Bref, on va voir ça ensemble. Alors j'ai pas prévu de plan, de guideline. Bref, j'ai pas scripté la vidéo. Enfin, je scripte jamais mes vidéos, je pense que tu le sais. Mais du coup, ce sera un peu improvisé, je vais essayer d'aller droit au but. Mais donc, si c'est un peu brouillon, ne sois pas étonné, c'est parce que je vais juste te montrer ce à quoi je pense sur le moment même. Bref, donc pour commencer par la semaine passée, donc ici on est sur mon calendrier Notion. J'utilise Notion pour utiliser mon calendrier, mais tu peux très bien te rendre sur Forex Factory. C'est la même chose, donc quand tu vas sur Forex Factory, tu peux ici classer, enfin bref, je pense que j'ai pas besoin de le montrer parce que c'est quelque chose qui est très connu. Mais donc ça c'est la semaine qu'on a eu avec toutes les datas pour, tu le sais peut-être, mais donc je me focalise sur la zone euro et les États-Unis. Donc ici il n'y a que les données de l'Europe et des États-Unis. Et donc pour filtrer tout ça, même si j'aime bien tout afficher, tu peux soit regarder l'icône, donc tu vois ici que les données en rouge, c'est les données importantes, en orange c'est les données secondaires, en jaune c'est vraiment les données du second, enfin vraiment du troisième plan même. Mais donc, pour reprendre mon calendrier, en tout cas, les données principales de la semaine passée, c'était les inscriptions hebdomadaires au chômage et le PMI manufacturier aux États-Unis. Alors, petite particularité pour la semaine passée, c'est que on était en congé. Dans le sens où si tu affiches un graphique, et je vais me mettre peut-être sur 1 heure, donc regarde le graphique de droite, ok, donc ça c'est l'euro-dollar. Tu remarqueras, si tu regardes ici en dessous, ici en dessous où tu vois la date et l'heure, bon ça disparaît si je bouge, mais voilà, tu remarqueras que donc on avait par exemple, voilà, là on est lundi 30 décembre, lundi, mardi, et puis tu remarqueras qu'on saute directement à jeudi. Donc il n'y avait pas de mercredi. Pourquoi? Parce que les marchés étaient fermés mercredi pour le nouvel an. Alors pour les débutants, ça peut parfois être difficile de connaître les jours exacts de fermeture des marchés. Donc ce que tu peux faire, en tout cas ce que je te conseille de faire, c'est de soit regarder le calendrier de la bourse de Londres ou bien celui de la bourse de New York. Alors il faut faire attention parce que les congés ne sont pas toujours les mêmes entre la zone, on va dire, entre les marchés européens et les marchés américains. Mais je trouve que regarder le NYSE, donc c'est le New York Stock Exchange, et le LSE, donc le London Stock Exchange, c'est bien parce que c'est un peu des points de référence en termes de place boursière. Donc pour ça, ce que tu peux faire, c'est tu tapes sur Google LSE, par exemple, pour le London Stock Exchange, donc la bourse de Londres, et puis tu mets Bank Holidays, et tu vas tomber sur, donc je prends le premier lien, Business Days, et alors ici tu as simplement les jours de congé de la bourse de Londres. Et tu vois, donc si tu descends un petit peu, tu vois que, voilà, ici le 1er janvier, voilà. Ici, le 1er janvier, c'était un non-trading day, donc c'était mercredi, donc les marchés étaient fermés. Et le 31, tu vois que les marchés fermaient un petit peu plus tôt. Donc voilà, donc ça c'est pour le LSE. Après, si tu vas sur le NYSE, donc tu fais la même chose, donc New York Stock Exchange, et puis tu mets Bank Holidays, c'est la même chose, bon le site est différent bien sûr, mais du coup tu vois ici les congés de nouveau, et donc ici New Year's Day, bon ils ont déjà effacé le calendrier 2024, parce que ici c'est les jours de 2025, mais en tout cas je sais que 2024, bon il n'y a plus, mais 2024 était fermé mercredi et fermé plutôt le mardi. Ok, bref, c'était un mini tips. Mais donc, on a eu une semaine particulière car les marchés étaient fermés mercredi, tu le vois ici. Donc, on avait lundi, mardi, et puis jeudi, vendredi. Donc, une semaine à 4 jours de trading. Alors, pour parler directement de l'action des prix, et pour ça, je vais me mettre sur la gauche. Donc, tu vois, tous les graphiques ici à gauche, je vais te les détailler un par un. Mais donc, non, pour l'unité de temps, on est sur du 1 heure. Alors au-dessus, tu as le taux de change entre l'euro et le dollar. Donc, c'est la même chose qu'à droite, si ce n'est qu'ici, je suis sur 1 heure. Donc on a l'euro USD ici. Donc tu vois que l'euro USD s'est quand même vachement déprécié la semaine dernière, donc de pratiquement 2%. Donc ça représente à peu près, si je prends vraiment le point le plus haut qui était lundi jusqu'au point le plus bas qui était jeudi, ça représente quand même à peu près 230 pips, ce qui est quand même important pour une semaine où non seulement on a un congé, mais en plus on n'a pas beaucoup de données. Comme je te l'ai dit, les deux données principales, c'était inscription au chômage et l'ISM manufacturier. Donc ça c'est pour le dollar, pour l'euro pardon. Au niveau du dollar, donc c'est
important de le préciser, mais donc c'est le dollar mesuré, donc c'est un indice du dollar qui est mesuré par rapport à un panier de devises de référence. Donc c'est pas vraiment la valeur même du dollar, mais c'est plutôt un indice pondéré. Donc ici c'est le dollar, le DXY. Donc tu vois de toute façon il y a une corrélation négative entre forcément le dollar et l'euro-dollar, mais donc tu vois ici que pour sa part il s'est apprécié sur la semaine. Ensuite j'aime bien regarder, alors j'ai pas affiché les rendements de l'Allemagne, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui pour pas garder la vidéo trop longue. J'aime bien afficher les rendements américains à 2 ans et à 10 ans. Donc, pourquoi est-ce que je regarde les rendements? Tu le sais, je mets je mets une grande emphase sur la macro dans mon trading, donc sur l'aspect fondamental des choses. Et les rendements américains vont être, entre guillemets, un outil, parce que tu vas plus l'utiliser comme un outil que plutôt que comme un actif que tu vas trader, mais donc vont être un outil qui va te permettre d'observer la réaction des marchés à tout ce qui est annonce économique, politique monétaire, etc. Quand tu as une publication, il y a une réaction immédiate des marchés. Par exemple ici, c'était le 18 décembre. Le 18 décembre, tu t'en souviens peut-être, mais c'était l'addition de politique monétaire de la Fed. Et donc ce que tu peux voir, c'est que par exemple, le rendement à 2 ans, donc c'est celui qui est en vert, pouf, il a explosé à la hausse. Le rendement à 10 ans, pouf, il a explosé à la hausse. Alors bon, tu vas me dire, là ça se voit sur tous les graphiques. L'euro aussi a réagi, le dollar, les actions. Mais parfois c'est plus subtil et tu vas avoir une réaction uniquement sur le marché obligataire, donc sur les rendements du marché obligataire, et pas nécessairement sur les actifs comme l'euro. Et donc ça peut être utile de regarder, mais tiens, comment est-ce que les rendements ont réagi, parfois même de se mettre sur des unités de temps plus petites, comme du 15 minutes, voire même du 5 minutes, pour observer la réaction initiale du prix. Donc imaginons tu as une data, mais de second rang qui doit sortir, je sais pas moi, un PMI manufacturier. Si je regarde le PMI manufacturier, il était sorti hier à 16h, donc c'était vendredi. Donc si je remonte par exemple vendredi à 16h, voilà, donc on était ici. Ok, je vais effacer le rendement à 10 ans et je vais zoomer. Donc, pour que tu me suives bien sur le graphique. Donc, vendredi à 16h, on était à peu près ici. Ok, ouais, dans cette zone-là. Donc, tu vois par exemple ici que la réaction, alors c'est pas vraiment la réaction initiale, mais on a eu entre guillemets, bon ici, ouais, la réaction, bon c'est pas un bon exemple parce que du coup le prix a pas vraiment réagi à la nouvelle. Mais imaginons ici que tu aies une réaction immédiate, mais tu peux l'observer en fait sur le graphique des rendements. Enfin après de toute façon la réaction on l'observe sur le dollar, donc tu vois qu'après la nouvelle le dollar c'est quand même pas mal apprécié. Ok, mais donc ce que je veux dire par là c'est que ce graphe là, donc du coup du rendement à 2 ans ou du rendement à 10 ans, il te permet d'observer la réaction du marché, en tout cas du marché obligataire à certaines annonces économiques, donc c'est toujours très utile. Et puis ce qui est aussi utile, c'est d'observer l'écart entre les rendements. Donc tu vois que, si je peux appeler comme ça, la région entre la ligne bleue et la ligne verte n'est pas toujours la même. Ici, elle est très grande, mais là, elle était très petite. Et parfois même, la relation... Bon, ici, je ne peux pas te le montrer. Quoique si, tu vois, la relation était inverse. Ça veut dire que là, il y avait la ligne verte au-dessus de la ligne bleue. Ça a des implications, et si jamais ça t'intéresse, je t'invite à étudier ce qu'on appelle la courbe des rendements. Donc en anglais, c'est la yield curve. Mais je ne vais pas détailler non plus ça dans cette vidéo-là. Le but, c'est simplement de te faire une présentation générale. Bref. Et puis en dessous, tu as ce que j'appelle les actions, même si c'est que le S&P 500. Enfin, c'est les contrats, les E-mini, voilà, S&P 500, donc les contrats à terme sur le S&P 500, et du coup c'est l'indice boursier que je suis pour avoir une idée globale des marchés actions aux États-Unis, même si tu veux vraiment suivre le marché actions aux États-Unis et la réaction de celui-ci à certains moments dans l'année, je te conseille de suivre les 3 indices principaux, donc le S&P 500, le Dow et le Nasdaq. Voilà. Et puis alors la ligne jaune ici, c'est le VIX tout simplement. Bref, je ne vais pas m'attarder sur le marché actions, on va vraiment regarder les 3 fenêtres ici au-dessus. Bref. La semaine passée, du coup, l'euro s'est déprécié face au dollar. Alors, la raison, généralement, la première chose que je vais faire, c'est d'abord regarder les rendements. Okay, comment est-ce que les rendements évoluent? Pourquoi? Parce qu'il y a une corrélation assez forte entre les rendements, bien évidemment respectifs, entre les rendements et leurs devises. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en gros, les rendements américains auront tendance à suivre le dollar. Et les rendements européens, alors il n'y a pas de rendement pour la zone euro en tant que telle, mais du coup on va souvent suivre les rendements de l'Allemagne ou alors regarder les rendements allemands, français, etc. Mais généralement le rendement de référence en zone euro, c'est ceux du bond, donc l'obligation d'État allemande. Donc ici de nouveau j'ai le bond à 2 ans et à 10 ans. Mais donc, généralement, les rendements, donc que ce soit le rendement allemand ou le rendement américain, suivent respectivement l'euro ou le dollar. Donc la première chose que j'aime bien regarder, c'est du coup l'évolution des rendements. Sauf que ici, tu vois que le rendement, depuis l'addition de politique monétaire de la Fed, où il a atteint
hop, donc où il s'est apprécié, c'était ici, hein, la décision de la Fed. Donc le rendement à 10 ans, par exemple, s'est apprécié, il a rejoint 4,6%. Le rendement à 2 ans, c'est apprécié et il a marqué un plus haut à plus ou moins 3,6% avant de se stabiliser autour de 4,3%. Ok, mais donc tu vois que depuis ce moment-là, donc cette décision ici, ben les rendements, si je devais vulgariser, le rendement à 10 ans reste autour de 4,6% et le rendement à 2 ans reste autour de 4,3%. Mais on observe quand même quelque chose d'assez curieux, c'est que les rendements ne bougent pas vraiment. Ok, et pourtant, le dollar s'est pas mal apprécié cette semaine. Et du coup, à l'inverse, l'euro s'est plutôt déprécié cette semaine. Alors on pourrait se dire, bah tiens, si ça vient pas des rendements, ou ce que j'aime bien aussi dire, si ça vient pas de la dynamique entourant la trajectoire des taux de la Fed, puisqu'il va y avoir un lien entre les rendements américains, et je dis beaucoup le mot rendement, je suis désolé, mais bref, entre les rendements américains et du coup, on va dire, la trajectoire future de la politique monétaire de la Fed. Mais donc, si les implications du coup des rendements, j'essaie de pas me répéter, désolé, mais bon, les implications des rendements, c'était pas français ce que je voulais dire, si du coup les implications de la politique monétaire n'ont pas été en jeu, en tout cas cette semaine-ci, puisque les rendements n'ont pas vraiment bougé, mais d'où est-ce qu'elle vient cette baisse-là? Et c'est là où il faut comprendre l'environnement macro-global, et c'est ce sur quoi on va s'arrêter maintenant. Donc pour l'instant, voilà, si tu dois retenir juste un truc pour le moment, c'est ok, l'euro s'est déprécié cette semaine, ok, on a eu entre guillemets 4 jours, même si c'était 3 jours du coup, on a eu une journée, 2 journées, 3 journées de baisse, et puis vendredi, là, la devise s'est légèrement appréciée, donc retiens juste ça. Si maintenant on doit regarder un peu ce qui s'est passé. Donc, c'est pas vraiment du côté des données, comme je l'ai dit, puisqu'on n'a pas vraiment eu de réaction bam du marché après les datas, que ce soit les inscriptions au chômage ou le PMI manufacturier, ou même d'autres données ici, c'est pas vraiment ça. Donc il faut pas vraiment aller regarder du côté des données. Et je vais un peu survoler avec toi le récap que j'ai fait. Alors je ne l'ai pas encore publié, mais peut-être qu'au moment où tu verras cette vidéo, il sera publié. Donc si jamais tu veux retrouver le rapport en question, celui-là est complètement gratuit à consulter. Tu peux te rendre sur le site qui s'appelle La Macro. Le lien est dans la description. Donc tu vas sur ce site-là et à mon avis, au moment où tu regarderas la vidéo, ici en grand, tu auras ce rapport hebdo-là. Bon, j'ai pas encore fait de titre ni de sous-titre, mais du coup, tu auras ce rapport-là que tu pourras juste cliquer et consulter avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Bref. Donc, tu vois que l'euro a clôturé la semaine passée sur une note négative, ok. Alors aussi intéressant à regarder, comme on était la dernière semaine de l'année, c'est intéressant de voir la performance de l'euro sur l'année. Donc tu vois que sur l'année, l'euro a quand même perdu 6,18%, bon c'est à peu près face au dollar, ce qui est quand même beaucoup, mais surtout c'est une valeur négative, donc c'est surtout ça qui est important de le dire, l'euro s'est déprécié face au dollar sur l'année. Aussi ce qui est intéressant à regarder, c'est sur le dernier mois. Donc je vais mettre sur un mois, voilà. Tu vois aussi que la performance de l'euro en décembre était négative. Donc ici l'euro a perdu à peu près 2% en décembre. Et c'est pourquoi je te le dis, parce qu'en soi une performance mensuelle c'est peut-être pas nécessairement important, mais ici c'est important parce qu'en temps normal, si tu regardes la saisonnalité de l'euro par rapport au dollar, donc là le site que j'utilise c'est Seasonal Charts. Donc Seasonal Charts, tu vois que normalement en décembre, donc c'est ici la dernière colonne, tu vois qu'en décembre, normalement, l'euro est plutôt fort face au dollar. Et à l'inverse, le dollar, du coup, est plutôt faible en termes de le dollar index, le DXY. Donc c'est quand même curieux de se dire, bon tiens, ok, l'euro se déprécie en décembre, alors qu'en temps normal, historiquement, il s'apprécie. Et tu vois que les valeurs, donc le graphique est basé sur les 30 dernières années. Ok. Donc c'est quand même curieux, tiens, le cours, l'action des prix va à l'encontre, va en opposé à ce qui se passe habituellement. Tiens, pourquoi? Et c'est important vraiment de comprendre le pourquoi derrière ça. Donc du coup, il y a plusieurs raisons à ça, mais je vais en citer deux principales. C'est qu'en décembre, avec l'approche de la fin de l'année, les investisseurs ont commencé à porter attention à deux thèmes très importants. C'est la trajectoire des taux de la Fed, et puis aussi en parallèle celle de la BCE, mais surtout celle de la Fed, et les futures décisions de politique de Donald Trump qui prendra son investiture, il me semble, le 20 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Ok, on va détailler pourquoi ces choses-là ont pesé sur l'euro, mais du coup je continue avec l'article. Donc tu vois ici, voilà, c'était un graphique, le dollar a dominé les autres devises du G10, donc le G10 c'est le groupe des 10 avec tous ces pays-là, enfin ici c'est leurs devises respectives, mais du coup c'est 10 pays importants dans le monde. Donc en 2024, voilà, et donc tu vois qu'il n'y a que le dollar qui a une performance positive. Enfin, le dollar a une performance positive en tant que panier, enfin face à un panier de devises de référence, et puis les autres devises ont été en baisse par rapport au dollar avec le UK Sterling, donc la livre britannique qui est la seule, entre guillemets, avec une performance pas trop négative. Mais du coup, l'euro a perdu un peu plus de 6%, ici c'est 5,7%, puisque ce graphique date d'un peu avant la fin de l'année.
et que l'euro a pas mal perdu sur les derniers jours de l'année. Bref, donc voilà, je continue. Donc, comme je l'avais écrit ici, les investisseurs semblent se positionner en faveur du dollar depuis que la Fed a indiqué qu'elle serait plus prudente dans la réduction de ses taux. Alors là, on va parler un peu de la Fed et de la situation aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que la Fed a rendu sa décision de politique monétaire le 18 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc elle a choisi de baisser ses taux d'intérêt, donc de les réduire de 25 points de base, et c'est pas la première fois qu'elle le fait en 2024. Au total, je crois qu'elle a baissé ses taux de 100 points de base en 2024. La raison pour laquelle elle a fait ça, c'est que le dernier rapport sur l'emploi, et je crois que j'en parle plus bas, non, attends, je vais te dire ça juste... Voilà. Donc, le rapport sur l'emploi du mois de novembre est l'une des raisons pour lesquelles la Réserve fédérale a choisi de réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base à l'issue de sa réunion du 18 décembre. Pourquoi ? Parce que le marché du travail, pour l'instant, ralentit progressivement aux États-Unis, ce qui justifie du coup des réductions de taux d'intérêt. Si tu as du mal avec ce que j'explique pour le moment, je t'invite vraiment à aller revoir toutes ces notions de politique monétaire, inflation, emploi, activité et l'impact que ça va avoir sur les décisions de la Fed. Mais donc, avec le ralentissement progressif du marché du travail, la Fed avait de bonnes raisons pour réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base. Mais elle n'a pas fait que ça. Dans sa dernière décision de politique monétaire, elle a aussi signalé qu'elle réduirait moins ses taux d'intérêt en 2025. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir ça, si vraiment tu es genre curieux et que tu veux voir les détails et pas juste du blabla? Tout ce que je dis là, tu peux le lire dans n'importe quel article, mais si tu veux vraiment aller à la source des données, tu dois te rendre sur le site de la Réserve fédérale. Tu peux taper... Enfin non, tu sais quoi, on va y aller nous-mêmes. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, on va effacer ça. Donc tu peux te rendre sur le site de la Réserve fédérale, tu vas dans politique monétaire, donc Monetary Policy. Après, tu vas dans Reports et tu vas dans Monetary Policy Reports. Ok, donc tu vas là-dessus et alors tu vois pour 2024... attends, qu'est-ce qu'il me fait ? Non, c'est pas ça que je voulais, pardon. Tu vas dans... je crois que c'est là-dedans. Voilà. Donc c'était Meeting Calendars and Information. Tu vas là-dedans. Et puis tu prends la dernière édition de politique monétaire. Donc c'était celle de décembre 2024. Ok. Et alors tu peux avoir le statement. Et puis après il y a aussi les projection materials. Donc le statement c'est simplement la déclaration de politique monétaire. Donc ici par exemple tu vois, enfin bon je vais pas te le lire en anglais, mais du coup simplement il explique que le comité a choisi de réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base et de les ramener dans la fourchette de 4,25 à 4,50% pour telle et telle raison. Ok, donc ça c'est la déclaration de politique monétaire. Mais ce dont je viens de te parler, comme quoi, certes la Fed a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base, mais elle a signalé moins de réduction de taux en 2025. Ça tu peux le voir dans ce qu'on appelle le dot plot. Donc le dot plot c'est un document... plutôt un graphique qui est fourni dans les projection materials, donc c'est les projections entre guillemets que la Fed fait pour les années à venir. Et donc si tu l'ouvres, voilà, c'est ce qu'on appelle le SEP, Summary of Economic Projections. Si tu l'ouvres, alors il y a ce tableau qui a l'air très compliqué mais qui est très simple à lire, je te rassure, on va le passer en revue après, mais c'est surtout ça que je voulais te montrer, c'est ce qu'on appelle ici le dot plot. Donc en fait le dot plot c'est où donc chaque bulle, chaque point bleu représente un participant du comité. Et donc ici, tu peux lire, voilà, les participants du FOMC évaluent la trajectoire appropriée de politique monétaire. Donc, entre guillemets, le taux d'intérêt approprié pour la politique monétaire. Donc, par exemple, ici, ce serait 4%, 5%, etc. Et donc, tu vois ici qu'il y a quand même une bonne majorité de responsables de politique monétaire qui, en 2024, voyaient le taux autour de un petit peu en dessous de 4,5, donc entre 4,25 et 4,50%. Okay, c'est comme ça qu'il faut le lire. Et ici, tu vois par exemple qu'en 2025, il y a une bonne majorité de responsables de politique monétaire qui voient le taux entre 3,75 et 4%. Okay. Alors, vu comme ça peut être dur à saisir le sens, la signification de ce graphique si tu n'as pas le précédent sous les yeux. C'est pour ça que c'est peut-être plus facile de regarder sous forme de tableau, parce que ce que tu as vu dans le dot plot, en fait, il est repris ici sur ces lignes-là. Okay. Et donc, en fait, quand je dis que la Fed prévoit de réduire moins ses taux d'intérêt que ce qui était prévu précédemment, c'est parce que par rapport à leur rapport de septembre, donc les projections ici de septembre, tu vois que la Fed s'attendait à un taux de 4,4%, okay, un taux de, et actuellement c'est le taux en réalité, un taux de 3,4%, un taux de 2,9%, 2,9%, tu vois, pour chaque année. Cool. Sauf que dans leur nouvelle projection, donc ça c'est cette ligne-ci, donc ça c'est celle de septembre, ça c'est celle de maintenant, donc de décembre, dans leur nouvelle projection, tu vois que pour 2025, puis on pourrait continuer 2026-2027, mais on va regarder 2025 uniquement. Pour 2025, la Fed ne prévoit pas un taux qui va s'arrêter à 3,4%, mais elle prévoit un taux qui va s'arrêter à 3,9%. Donc si tu arrondis,
on va dire que c'est 4%, d'accord? Ça veut dire que le taux actuel, il est à 4,5%, le taux maximum, ok? Avant, elle le prévoyait à 3,4% en 2025. Donc on va aussi arrondir à 3,5%. Ben, la différence entre 4,5 et 3,5%, c'est de 100 points de base. Donc on va dire 4 réductions de 25 points de base. Chouette. Sauf que là, maintenant, elle te dit quoi? Non, 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 on va réduire de 4,5 à 4%. 3,9, mais bref. Et non plus de 4,5 à 3,5. Donc ça implique 2 réductions de 25 points de base, ou de façon générale 50 points de base de réduction. Et donc ça veut dire que là où la Fed, avant décembre, donc en septembre, elle se disait bah ok, on va réduire quand même pas mal les taux en 2025. Maintenant, elle se dit bah on va quand même faire attention et on va moins réduire les taux que ce qui était prévu en septembre. Alors pourquoi est-ce qu'elle a choisi de faire ça, ou pourquoi elle a choisi de déclarer bah tiens, on va ralentir le rythme d'assouplissement monétaire en 2025? Eh bien, c'est parce qu'elle a une grande incertitude entourant la politique de Trump, et ça je vais y en parler juste après, et puis aussi une inquiétude par rapport au récent développement de l'inflation. Donc si je devais te montrer l'inflation, alors là, pour les indicateurs, j'aime bien utiliser le site Trading Economics, puisque du coup, sur ce site-là, donc normalement, l'accueil est comme ça. Quand tu vas dans Indicators, tu as vraiment tous les indicateurs dont tu as besoin. Après, tu peux faire des recherches ici, mais du coup, tu peux par exemple avoir le taux d'inflation, etc. Bref. Donc pour le taux d'inflation des États-Unis, tu remarqueras que septembre 2,4%, ça c'était un plus bas, chouette, mais octobre-novembre, le taux d'inflation repart à la hausse. Alors ça, c'est pour le CPI, ok, mais tu pourrais aussi regarder le PCE. Donc si on regarde le PCE, en rythme annuel, tu vois, de nouveau, même scénario, l'inflation repart à la hausse en octobre-novembre. Donc c'est pas bon. Alors on n'a pas encore les données d'inflation du mois de décembre, mais ça va venir. Mais du coup, pour la Fed qui essaye de ramener l'inflation à 2%, c'est pas bon. Okay, donc déjà, tu vois que les récents développements des prix aux États-Unis, c'est pas encourageant, et que en plus, mais je détaillerai après, tu as une grande incertitude entourant la politique, tout court de Donald Trump, les futures politiques de Donald Trump. Je me suis perdu, voilà, on était là, non, on était là, ok. Et donc tu vois en fait que dans leur nouvelle projection, la Fed a augmenté ses prévisions d'inflation pour les années à venir. Donc là où en septembre, elle s'attendait à une inflation de 2,1% pour le PCE, ok, tu vois que maintenant, elle s'attend à 2,5% d'inflation PCE en 2025. Et puis aussi en 2026, elle a augmenté sa prévision d'inflation. Ok. Et donc ce que ça nous dit en fait, c'est que tiens, non seulement la Fed craint que l'inflation soit plus élevée que prévu en 2025, et qu'est-ce que ça justifie? Ça justifie une politique monétaire moins accommodante, ou à l'inverse restrictive plus longtemps. Pardon. Ok. Bref, si tout ça c'est bien compris, maintenant on va parler de Donald Trump. Pourquoi? Parce que Trump c'est un personnage assez imprévisible, et le problème pour la politique monétaire, ou en tout cas pour la trajectoire de politique monétaire, c'est qu'il faut, entre guillemets, que ce soit prévisible. Donc ça arrange pas du tout la Fed qu'il y ait Donald Trump au pouvoir. Enfin, la Fed n'est pas politisée, mais je veux dire, le fait que Donald Trump prenne ses fonctions aux États-Unis en tant que nouveau président à partir de fin janvier présente un risque pour la Fed dans sa lutte contre l'inflation. Pourquoi? Alors, je ne l'ai pas écrit en tant que tel dans mon dernier rapport hebdomadaire, mais j'avais écrit un article il y a longtemps. Je vais aller dessus, si je peux. Pourquoi il veut pas que j'aille dessus? C'est pas grave, on va faire autrement. Donc c'était le rapport de celui-ci, voilà, hop, donc je descends. Voilà, ici en gros, voilà, quel sera l'impact d'un second mandat de Trump sur l'inflation, la croissance et la politique monétaire? Bon, je te passe le détail, si tu veux lire le rapport, tu vois que je te montre le titre, donc c'était macro du jour, quelle trajectoire pour le dollar en 2025, tu peux le retrouver sur le site si tu veux. Mais donc je te passe les détails, mais si tu veux, voilà, tu peux tout lire. Mais donc pour le détail, en fait, voilà. Donc les politiques fiscales, économiques et commerciales envisagées par Donald Trump, combinées aux tensions géopolitiques et au blocage politique en Europe, exacerberont les risques tout en pesant sur l'euro. Qu'est-ce que ce charabia veut dire? Donald Trump envisage de mettre en place plusieurs politiques. Okay, donc la plus importante, et celle dont on va parler aujourd'hui, c'est celle sur les droits de douane. Okay, je vais expliquer juste après. Alors il a aussi l'intention, que je revienne plus bas, j'aimerais bien te le montrer. Ouais, voilà. Enfin bon, on va le dire à l'oral, mais du coup c'est juste là. On va dire avoir une politique migratoire plus stricte, dans le sens où, c'est ce qui est écrit ici, il veut lutter contre le franchissement illégal des frontières américaines. Okay. Et puis finalement, il aimerait bien avoir une politique budgétaire un peu plus laxiste, dans le sens proposer des nouvelles réductions d'impôts pour relancer l'activité. Okay. Mais donc, je ne vais pas détailler chaque politique. Si tu veux, comme je te dis, tu peux les lire par toi-même. Mais on va juste parler de celle sur les droits de douane, qui est la plus importante
et celle qui risque d'avoir un gros impact. Donc, pour te la faire simple, Donald Trump veut imposer des droits de douane. Des droits de douane, c'est quoi? Si maintenant tu es un Américain et que tu veux importer quelque chose, que ce soit parce que tu es une entreprise, tu es un consommateur, etc., tu vas l'importer de l'étranger forcément. Donc, imaginons que tu veux commander, je sais pas moi, une voiture allemande, ok? Tu vas l'importer aux États-Unis, sauf que si maintenant Donald Trump met des droits de douane, un droit de douane, c'est simplement une taxe, ok, pour dire, tiens, tu fais entrer un bien ou un service, ça pourrait être, un bien sur le territoire américain. Et donc imaginons que ta voiture, tu vas la payer, je sais pas moi, 1000 euros, bon c'est pas vraiment possible, mais bref, 1000 euros. Maintenant, si Donald Trump te dit, je mets 20% de droits de douane, ça veut dire que ta voiture va coûter plus cher. Alors bon, ça veut pas pour autant dire que les coûts vont être reportés sur le consommateur, mais ça présente quand même de solides risques inflationnistes parce que Donald Trump menaçait d'imposer des droits de douane sur le Mexique, le Canada et la Chine, et puis il ne l'a pas encore dit explicitement, mais ça pourrait s'étendre potentiellement à l'Europe. Et donc, le problème du coup de ces politiques de droits de douane, c'est que ça présenterait deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est un risque inflationniste pour l'économie américaine, donc ça risque de relancer les prix à la hausse aux États-Unis, et ça, tu t'en doutes, c'est pas bon, surtout après ce que je viens de te montrer, avec les prix qui repartent à la hausse aux États-Unis. Donc ça, c'est la première chose, c'est pas good pour la Fed. La deuxième chose aussi, c'est que ces droits de douane par rapport à l'Europe, ça pèserait significativement sur la croissance. Pourquoi? Parce que la croissance de la zone euro, donc EA GDP, la croissance de la zone euro est déjà pas terrible. Tu vois qu'on est à du 0,3, 0,2, 0,4% pour le Q3. On attend les données du Q4 fin janvier. Mais donc tu vois que de trimestre en trimestre, la croissance de la zone euro est pas terrible. Le problème, c'est que l'euro est une économie, un bloc économique très ouvert et qu'il se repose beaucoup sur les exportations pour avoir un bon PIB. S'il y a des droits de douane qui sont imposés par Donald Trump, ça va freiner significativement les exportations de la zone euro. Et donc, ça va peser sur la croissance de la zone euro. Et donc, si maintenant tu fais des liens dans ta tête, si ça pèse sur la croissance de la zone euro, donc si la croissance économique est à risque, voire même peut-être de récession, qu'est-ce que la BCE sera incitée à faire? Ce sera de réduire davantage ses taux d'intérêt pour booster l'économie. Parce que quand on est dans un environnement de taux bas, forcément, c'est plus facile pour la croissance d'être forte, ou en tout cas de se relancer. Et donc, le risque des politiques de Donald Trump, il est double. Aux États-Unis, c'est une inflation plus élevée, et peut-être une politique du coup plus restrictive, ou en tout cas un ralentissement du rythme d'assouplissement monétaire de la part de la Fed. Et du côté de la BCE, le risque c'est plutôt sur la croissance, donc on risque d'avoir une croissance encore plus faible, voire même peut-être une récession si les taux des droits de douane sont très élevés, et dans ce cas-là, du coup, un cycle d'assouplissement monétaire qui serait bien plus rapide. Okay, et donc, si tu m'as suivi jusqu'ici, tu comprends déjà, ou plutôt tu peux déjà conclure que on a d'un côté une Fed qui pourrait être moins restrictive, moins hawkish, moins dovish que prévu, donc plus hawkish que prévu, okay, ou je vais le formuler en français. On a une Fed qui pourrait moins réduire ses taux d'intérêt en 2025, et on a une BCE qui pourrait plus réduire ses taux d'intérêt en 2025. Et donc si tu combines les deux, l'écart entre la trajectoire des taux de ces deux banques centrales risque de s'accentuer, de s'agrandir. Et donc, ça se ferait au détriment de l'un, au détriment d'une devise et favorablement à l'autre devise, au détriment de la devise européenne et favorablement à la devise américaine. Et donc, un tel scénario, le scénario dont je viens de te parler pour 2025, pèserait sur l'euro. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois que l'euro, je vais peut-être pas me mettre sur un mois, pardon, si je me mets sur un jour, tu vois que l'euro, depuis début octobre, il est en chute libre face au dollar. Okay, mais donc particulièrement, pour revenir vraiment à la fin de l'année 2025, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'euro se déprécie fortement. C'est cette situation politique et qui a du coup un impact potentiel sur les politiques monétaires. Et donc les investisseurs vont se positionner en anticipation de ce dont je viens de te parler. Un autre élément, mais que je ne vais pas détailler ici, c'est aussi ce qu'on appelle la prime de risque, qui peut potentiellement peser sur l'euro, en tout cas particulièrement cette dernière semaine. Pourquoi? Parce que l'Europe aussi fait face à une grande incertitude géopolitique, parce que tu le sais sûrement, mais donc il y a le conflit au Moyen-Orient, il y a le conflit à l'Est, donc avec l'Ukraine et la Russie, et il y a aussi une grande incertitude politique en France et en Allemagne, où je pourrais même parler de crise politique dans ces deux pays-là, ou plutôt une instabilité politique, je dirais.
Et donc toutes ces choses-là en fait font que l'environnement géopolitique et politique en Europe est assez instable. Et quand il y a beaucoup d'instabilité politique, que ce soit à cause de guerres, de conflits, de problèmes au sein du gouvernement, etc., généralement les investisseurs vont demander ce qu'on appelle une prime de risque pour se couvrir justement contre le risque. Donc ça a généralement l'impact de faire que la monnaie se déprécie. Donc la monnaie ici en question, c'est l'euro. Donc voilà, alors juste pour détailler un tout petit peu les trois situations, donc instabilité politique en France et en Allemagne, ça crée directement une prime de risque sur les obligations respectives de ces gouvernements-là. Pour la situation en Ukraine et en Russie, ce qui va se passer en fait, ce qui se passe actuellement, il n'y a pas eu que ça comme impact sur la zone euro, mais en tout cas les derniers développements avec la situation en Ukraine, c'est que l'Europe a mis un terme à un accord qu'elle avait de faire passer du gaz russe par l'Ukraine pour approvisionner l'Europe, dans le sens où l'Europe était très dépendante énergétiquement de la Russie à l'époque. C'est plus le cas, donc c'était des accords qui tenaient depuis des décennies, je l'évoque il me semble, attends, j'ai beaucoup trop de pages ouvertes, on va fermer des trucs, il me semble que je l'évoque dans, non pas ici, voilà ici, il me semble que je l'évoque, voilà ici le fin, donc voilà si tu veux t'amuser à lire des articles, mais du coup voilà, simplement l'article ici explique tout ça, mais donc simplement si on a des problèmes d'approvisionnement en gaz, surtout qu'en ce moment il fait froid, on est en hiver, si on a des problèmes d'approvisionnement en gaz, et aussi il faut savoir qu'on a une diminution des stocks de gaz par rapport aux années précédentes en Europe, eh bien ça risque de relancer les prix de l'énergie à la hausse, puisque tu connais sûrement la loi de l'offre et la demande. Si maintenant l'offre diminue alors que la demande reste constante, les prix partent augmentent. Okay, et donc ce serait embêtant parce que ça relancerait potentiellement l'inflation à la hausse. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour la semaine à venir. Bon, j'ai pas encore parlé des datas qui vont venir, mais on va avoir les données d'inflation et tu vois ici que donc cette colonne-ci, c'est ce qui est prévu. Ça, c'est le chiffre précédent. Tu vois que donc ça, c'est l'inflation globale sur un an. On était à 2,2% en novembre et tu vois qu'il y a ce risque que l'inflation remonte à 2,4% en décembre. Okay, c'est d'ailleurs ce qu'on avait observé avec l'inflation en Espagne, qui avait déjà été publiée la semaine passée, lundi. Tu vois qu'elle est remontée à 2,8% après 2,4%, notamment à cause des prix de l'énergie. Donc du coup, ça inquiète les responsables de la BCE, et ça pourrait les faire ralentir leur rythme d'assouplissement monétaire. Mais pour le moment, les marchés anticipent à peu près 100 points de base de réduction pour la BCE. Et puis du coup, comme je parlais de la Fed, environ 50 points de base pour la Fed. Donc 2 baisses de taux. Je crois que je l'ai mis... non, je ne l'ai pas mis, mais simplement, 2 baisses de taux. Et donc cette différence, en fait, un rythme plus rapide au sein de la BCE pèse sur l'euro. Mais bref, pour en revenir à la géopolitique, donc ça c'est pour la situation avec l'Ukraine, l'Ukraine et la Russie. Et puis pour le Moyen-Orient, c'est un peu plus compliqué, un peu plus subtil, indépendamment de l'aversion au risque des investisseurs qui se crée quand il y a des tensions, des conflits, des guerres, machin bazar. Indépendamment de cette aversion au risque-là, si tu te penches un peu plus sur le conflit en lui-même, bon, c'est plus vraiment d'actualité, mais à une époque, c'était les menaces qui planait dans l'air, c'est que par rapport aux relations internationales, donc entre les pays, l'Iran, que je dise pas de bêtises, parce que ça remonte quand même un petit temps, l'Iran contrôle pas mal de réserves de pétrole. Et du coup, l'Iran ne soutenait pas Israël, et Israël était soutenu notamment par les États-Unis. Donc une des menaces de l'Iran, c'était de diminuer l'approvisionnement de pétrole pour certains pays. Et donc de nouveau, on a cette problématique de l'offre et de la demande, qui serait, si l'Iran arrête de fournir du pétrole à la plupart des pays, un peu en mode conséquence de guerre, parce que, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord par rapport au conflit, et donc l'Iran intervient en disant, nous on menace, voire même on passe à l'action en arrêtant l'approvisionnement de pétrole pour certains pays, eh bien du coup ça diminue l'offre, et à nouveau, on a une hausse des prix qui s'ensuit. C'est plus vraiment d'actualité pour le moment, mais il faut encore surveiller comment le conflit se développe au Moyen-Orient pour voir s'il y a ce genre de problème qui refait surface. Bref, ça c'est pour la géopolitique. Jusque-là, je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, on pourra encore expliquer plein de choses, mais je vais faire une mini parenthèse avant de continuer. Tu te rends bien compte qu'il y a énormément d'informations à traiter. Quand tu fais une analyse fondamentale, quand tu essaies de comprendre l'environnement macro, il y a énormément d'informations à traiter. Et peut-être que là, quand je te balance tout ça, c'est peut-être dur à tout saisir et tu te dis, oh là, attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment tu fais pour tout traiter? Et ensuite, parce qu'au final, le but, c'est juste de traduire ça en un seul biais directionnel. Se dire, ok, je veux acheter ou vendre. Est-ce que je vais être haussier ou baissier sur tel actif, sur l'euro dans ce cas-ci? Et ça peut être dur de tout traiter. Mais il faut savoir deux choses. La première, c'est que derrière tout ce traitement de l'information, il y a une très bonne maîtrise
des concepts théoriques. Donc ça, déjà, si maintenant, toi, tu as envie de t'améliorer en analyse fondamentale, d'apprendre l'analyse fondamentale, la première chose que je te conseillerais de faire, c'est d'abord d'apprendre, non pas l'analyse fondamentale, mais la macro. Donc apprendre la macro, apprendre comment fonctionne l'économie, les relations entre les différents pays, qu'est-ce qui fait bouger, par exemple, une devise comme l'euro ou comme le dollar, ok. Donc tout ça, tu dois vraiment le maîtriser sur le bout des doigts. Quand tu maîtrises ça, ensuite ça peut être intéressant de te pencher sur ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Ça veut dire l'analyse des facteurs fondamentaux qui font bouger un actif. Et donc tu vas te pencher sur l'actualité, etc. Et ce qui est vraiment important, mais vraiment, vraiment, vraiment important, du coup, donc là j'ai cité deux choses. La troisième chose la plus importante, c'est vraiment de se tenir à jour au niveau de l'actualité et de le faire régulièrement. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui veulent faire, ou en tout cas intégrer un peu d'analyse fondamentale dans leur trading, mais elles vont regarder des articles, tu sais, elles vont ouvrir Reuters, bam, une fois par semaine, le week-end peut-être. Alors, ça tout dépend de la façon dont tu trades, mais si maintenant ton approche, elle est comme moi, c'est-à-dire que tu vas vraiment utiliser la macro, le fonda pour avoir ta direction et chaque jour trader dans cette direction-là, donc on va dire que la macro a vraiment un ascendant sur mon trading. C'est vraiment le pilier, et ensuite après je vais utiliser l'analyse technique et d'autres choses pour prendre position et gérer mes positions, mais en tout cas la macro ça va vraiment être le point de départ de mon trading. Si tu le fais comme ça occasionnellement de temps en temps, tu vas jamais réussir à rester à jour avec toutes les informations, parce que là pour le moment si je te balance tout ça comme ça peut être difficile à saisir. Mais si tu le fais tous les jours, c'est évident, enfin, c'est facile dans le sens où oui, c'est des datas que tu vois encore en boucle et encore et encore et encore. Par exemple la Fed, je viens de te parler de la Fed un petit peu, mais la Fed c'est un sujet, en tout cas la dernière décision de politique monétaire de la Fed du 18 décembre, c'était un mercredi, c'est un sujet que je bouffe encore et encore et encore depuis le 18 décembre, parce qu'on en parle tous les jours dans l'actualité, parce que ça a encore un impact aujourd'hui. Tu comprends, les politiques de Donald Trump, même chose, on en parle depuis octobre. Et donc, c'est quelque chose que je mange encore et encore et encore. Et donc, ça finit par rentrer. Et donc, c'est pas dur pour moi aujourd'hui d'en parler. Et encore moins, encore plus, c'est pas dur de l'intégrer dans ton analyse macro. Et ensuite, de fournir un biais directionnel. Ok ? D'ailleurs, ici, si maintenant tu m'as un peu suivi dans la vidéo, tu devrais t'en douter. Oui, c'est français. Tu devrais t'en douter, mais pour 2025, en tout cas pour le début de l'année 2025, il est clair que le dollar a un risque de s'orienter vers l'euro a un risque de s'orienter vers la parité. Dans le sens où, avec l'environnement dont je viens de te parler, il n'y a pas vraiment de raison d'aller chercher un euro qui se barre vers 1,05. Enfin, il pourrait remonter, mais je veux dire qui commence à s'apprécier au-dessus d'un 0,5 pour se diriger vers 1,10. Ça ne fait pas vraiment sens avec tout ce dont je viens de te parler. La trajectoire des taux de la BCE et de la Fed, les politiques de Trump, l'environnement géopolitique, etc. Tu vois, ça n'a pas vraiment de sens d'aller commencer à vouloir acheter de l'euro. Il n'y a pas vraiment de perspective positive du côté de l'euro. Tu vois. Mais à l'inverse, il ne faut pas non plus être bête et se dire ok, je vends directement de l'euro, parce qu'à court terme, l'euro pourrait très bien s'apprécier. Déjà d'un point de vue technique, tu vois que la dépréciation de l'euro la semaine passée, elle est un peu exagérée, vu qu'il y avait, ça surtout parce qu'il y avait peu de volume d'échange et la plupart des opérateurs de marché étaient en congé. Le volume, enfin l'activité de trading va vraiment reprendre qu'à partir de lundi, le 6 janvier. Mais donc, tu comprends que la macro et l'analyse fonda va juste te donner une direction, mais après il faut être intelligent et formuler une idée de trade et avec une entrée spécifique. Il ne faut pas juste bêtement, ok c'est bon, mon biais directionnel c'est achat ou vente, je vais juste bêtement acheter ou vendre à tel. Non, il faut que ce soit, ça fait partie de tout un process. Ça pourrait être intéressant que j'en parle dans une autre vidéo, mais l'analyse fondamentale n'est qu'une partie, une pièce du puzzle, et c'est que quand tu mets toutes les pièces ensemble que tu peux formuler un trade véritablement, et du coup entrer sur les marchés et prendre position, etc. Bref, je continue. Donc là, on a vu la semaine passée. Okay, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la semaine à venir. Ça ira plus vite parce que c'est beaucoup d'incertitudes, parce que je ne sais pas encore quelles seront les données cette semaine. Okay. Mais donc, dans la semaine à venir, on a deux rapports importants. Okay, on a le rapport sur l'emploi vendredi aux États-Unis et on a le CPI, donc l'inflation en zone euro. Alors, j'ai déjà parlé de l'inflation en zone euro. Comme quoi elle pourrait réaccélérer, etc. Donc je ne vais pas détailler davantage. Encore une fois, si tu veux les détails, n'hésite pas à lire le rapport ici que j'ai pondu. Mais par rapport à l'emploi, ça peut être intéressant de s'y arrêter un petit peu. Donc l'emploi, pour rappel, l'économie américaine avait créé 227 000 emplois en novembre. Okay, cette hausse, et je vais te le montrer graphiquement, ça va être plus simple, cette hausse fait suite, je crois que c'est non-farm. Voilà. Donc cette hausse faisait suite à un chiffre très faible de 36 000 en octobre. Alors pour rappel, aux États-Unis à l'époque, je
dis ça comme si c'était il y a des années, il y a un mois ou deux, il y avait des grèves et des ouragans aux États-Unis qui ont du coup significativement diminué la masse salariale. Ok. Donc si je reprends, voilà ici, je crois que je l'avais noté, voilà. Donc le chiffre faible avait été influencé par les grèves de Boeing, surtout, pas que mais surtout, donc Boeing, le truc avec les avions, et les perturbations causées par les ouragans, les ouragans Hélène et Milton. Ok. Donc ça c'était le mois passé, donc c'était au mois de novembre. Alors le taux de chômage il avait légèrement augmenté, donc c'est ça qui est curieux aussi, c'est malgré cette hausse significative de l'emploi, on avait eu une hausse du taux de chômage, je ne sais pas si je peux le retrouver, unemployment rate, voilà, on avait eu une hausse du taux de chômage à 4,2%. Après c'est établi à 4,1% pendant 2 mois. Donc ça c'est aussi intéressant. C'est d'ailleurs ce qui avait motivé, si je puis dire, la décision de la Fed de réduire ce taux d'intérêt de 25 points de base en décembre. Et puis alors, pour les... mais je ne l'ai pas écrit ici, enfin si, j'ai parlé des salaires, mais les salaires, bam, sur un an, étaient restés aux alentours de 4%. Ouais, c'était ça, 4%. Donc, ils sont restés inchangés. Okay, donc ça, c'était le rapport en novembre. Là, actuellement, les économistes, les analystes, etc., s'attendent à un chiffre de 150 000 emplois. Alors, ça veut tout et rien dire. Donc, quelles sont les implications d'un tel résultat pour l'économie? C'est que si maintenant on observe un chiffre de 150 000, ça veut dire que c'est un chiffre qui est ni trop élevé ni trop faible non plus, mais qui témoigne toujours d'un ralentissement, on va dire continu ou progressif du marché du travail. Si le taux de chômage se maintient à 4,2%, c'est ce qui est aussi attendu, je pense, je vérifie, c'est ce qui est aussi attendu par le consensus, donc on se met au vendredi 10, qui se maintient à 4,2%, et que la croissance des salaires, en tout cas sur un mois est 0,3, mais sur un an avoisine toujours les 4%, donc tu vois ici que le consensus aussi est de 4%. Bref, ça signalerait un ralentissement, et c'est là où les mots sont importants, progressif du marché du travail, mais pas significatif, pas drastique, dramatique, etc. Et donc, ça envoie 2 messages à la Fed. Le premier, c'est que tiens, l'économie américaine ralentit, donc c'est bien, la politique monétaire restrictive fait son effet sur les États-Unis, mais elle ne ralentit pas à tel point qu'il faille mettre en place plein de baisses de taux, etc. Donc du coup, à ce moment-là, ça renforcerait l'idée qu'ont les marchés actuellement de se dire, tiens, la Fed va probablement faire une pause en janvier, puisque vu dans l'état actuel des choses, ce n'est pas nécessaire de baisser encore les taux d'intérêt alors qu'elle l'a déjà fait en décembre. Mais par contre, il faudra quand même bien baisser les taux d'intérêt à un moment, revenir progressivement vers le taux neutre, et donc elle pourrait baisser 2 fois ses taux d'intérêt, comme ce qu'elle avait dit dans son dot plot, donc 2 fois 25 points de base. Et ça, c'est ce que les marchés anticipent actuellement. D'ailleurs, pour voir les anticipations du marché, tu peux aller sur CME Group, le Fed Watch Tool, tu tapes ça sur Google, et alors tu vois ici, je ne vais pas détailler tout l'outil, mais du coup si simplement tu restes sur la page telle quelle, tu vois que tu as les probabilités de réduction de taux ou pas pour le mois prochain. Donc tu vois qu'ici pour le 29 janvier, donc c'est la prochaine réunion de la Fed, tu vois qu'il y a 89,3% de chances que la Fed maintienne ses taux d'intérêt dans la fourchette actuelle qui est de 4,25 à 4,50%, et seulement 10% de chances qu'elle les réduise. Donc tu vois que la plupart des investisseurs s'attendent à un maintien des taux de la Fed à leur niveau actuel en janvier. Bref, mais donc ça c'est pour l'emploi. Après, encore une fois, on pourrait se dire, mais tiens, comment se positionner par rapport à ça, du coup, parce qu'il n'y aura pas de changement drastique dans les anticipations du marché, etc. Bon, déjà 2 choses. Si maintenant il y a une surprise, à la hausse ou à la baisse, tu peux être sûr qu'il y aura un impact sur les marchés. Si maintenant le chiffre sort plus ou moins comme prévu, en plus c'est un rapport qui est publié vendredi, il pourrait ne pas y avoir de grand impact sur les prix. Mais pour en revenir ici, comme je te l'avais dit, ce qu'on pourrait observer pour la semaine qui vient et les semaines à venir, c'est un redressement de l'euro à court terme. Donc on pourrait observer l'euro qui se redresse au-dessus de 1,03. Pourquoi ? Parce qu'il s'est déprécié significativement et un peu drastiquement, trop rapidement, si j'ai envie de dire, au vu du calendrier. Donc ça y est, les acteurs du marché sont revenus après la nouvelle année. Première session de trading, le jeudi de janvier. Et bam, on a eu de la vente massive. Mais peut-être que c'est un peu trop précipité, surtout si on compare par rapport à la juste valeur de l'euro. Donc, pour pas rentrer dans des détails, disons juste qu'il y a la valeur actuelle de l'euro, et puis il y a la valeur plus fondamentale de l'euro, la juste valeur, celle à laquelle l'euro devrait être si on enlève par exemple les facteurs de risque, les facteurs géopolitiques qui avaient une prime de risque, etc. Donc si on regardait juste les fondamentaux, l'euro devrait peut-être être un peu plus élevé que ça, mais ça n'empêche que la direction de l'euro, et c'est ça qui est important à souligner, elle est claire et elle est baissière. Mais à court terme, on pourrait avoir un petit redressement de l'euro.
Okay, peut-être entre 1,03, peut-être même jusqu'à 1,04, d'accord? Par contre, comme je l'ai dit, donc à long terme, la direction est claire. Et on aura d'autant plus de clarté au fur et à mesure avec le rapport sur l'emploi, les données sur l'inflation en zone euro, ok? Et puis aussi les premiers décrets que Donald Trump fera le 20 janvier, quand il prendra son investiture, ok? Pour la semaine à venir, du coup, ce qui pourrait permettre à l'euro de se redresser, ça pourrait être les données d'inflation en Europe. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tantôt, si l'inflation repart à la hausse en Europe, ça envoie quel message à la BCE? Ça envoie le message de tiens, il faudra peut-être être plus prudent dans les réductions de taux. Il faudra peut-être maintenir les taux à des niveaux plus restrictifs pendant plus longtemps. Et donc ça enverra un signal clairement bullish pour l'euro, et on pourrait observer l'euro s'apprécier sur fond d'inflation plus élevée en zone euro. Okay, ça pourrait être à court terme. Mais à plus long terme, bon, déjà la direction va beaucoup dépendre du rapport sur l'emploi, mais aussi à plus long terme, la direction est dans tous les cas baissière. Et donc, et je conclurai la vidéo avec ça, parce que à mon avis elle est déjà très longue, je n'ose même pas imaginer. Ouais, elle est déjà très longue, 45 minutes. Mais donc pour conclure la vidéo, il serait pas surprenant, je vais me mettre peut-être sur 4 heures, comme ça on a une vision un peu plus... Voilà. Mais il serait pas surprenant, pardon, d'observer des tentatives, en tout cas des investisseurs, d'acheter les corrections haussières de l'euro. Ou alors formulé autrement, si maintenant on le prend sur le dollar, ce serait pas surprenant d'observer des tentatives de rebond du dollar à des niveaux plus bas, jusqu'à ce que l'une de ces tentatives justement réussisse. Donc par exemple ici on peut avoir des tentatives de rebond, et puis viendra un moment où du coup la, on va dire, tendance haussière du dollar reprendra. Et selon moi, bien évidemment, c'est toujours des prévisions et tout peut changer, voilà, on ne connaît pas l'avenir, mais selon moi, ce ne serait pas surprenant d'observer le dollar vers 1,10. Donc ce niveau-là, plus ou moins, dans les semaines ou les mois à venir, en fonction de comment le prix évolue, mais donc dans les semaines ou les mois à venir, ce serait vraiment pas étonnant pour moi. Et donc à ce niveau-là, ça impliquerait quoi? Ça impliquerait un euro vers la parité. Si maintenant le dollar parvient à rejoindre 1,10, ça impliquerait un euro qui descend jusque la parité. Ok, voilà. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Le but de cette vidéo, c'était pas non plus de commencer à te faire une prévision pour la semaine à venir. C'est pas vraiment ça le but. Le but, c'était surtout de te montrer un peu quelques outils macro. Je vais me remettre en grand. Le but, c'était surtout de te montrer quelques outils macro, te montrer un peu mon approche, même si là, c'était très brouillon, comme je te l'ai dit, j'ai pas préparé la vidéo. Mais voilà, j'espère que j'ai quand même pu te donner quelques outils, quelques sites, quelques ressources. Si jamais tu veux approfondir le sujet, tout ce dont je viens de parler ici, de façon un peu brouillon, est expliqué de façon claire, concise, dans le dernier rapport que j'ai publié. Donc ça, tu peux avoir le lien, enfin c'est le premier lien, pardon, dans la description. Et puis voilà, j'espère que ça t'a un peu éclairé sur la macro en ce moment, ces derniers temps, ces dernières semaines, et puis pour les semaines à venir. Puis j'espère que tu prendras des décisions éclairées sur les marchés. Et sur ce, c'était Dorian, et on se dit à la prochaine.